Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un air d'hommage national pour Anne-Marie Zié. Sa levée du corps a drainé une foule immense à l'hôpital central de Yaoundé, à l'instar des membres du gouvernement, des personnalités politiques et culturelles. Des mélomanes anonymes sont venus nombreux participer à la marche funèbre entamée dans les artères de la cité capitale. Question d'accompagner la voix d'or de la musique camerounaise dans son dernier voyage. À suivre dans ce journal une reconnaissance à titre posthume et des témoignages pleins d'émotion et de tristesse. La société civile s'inquiète des réformes foncières, engagées sans une véritable prise en compte des droits des femmes, des droits des paysans et des autochtones au Cameroun. Nous analyserons et décrypterons les enjeux de la réforme foncière dans ce journal. Autre titre de l'actualité, quelles sont les chances des athlètes camerounais qualifiés pour les Jeux Olympiques prévus au Brésil en août 2016, à 2 semaines du démarrage de cette compétition? Ils promettent de défendre avec honneur les couleurs nationales. Vous le verrez dans ce journal, le Premier ministre leur a donné l'onction au nom de toute la nation camerounaise. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une veillée artistique se déroule en ce moment au Palais des Congrès de Yaoundé. Des artistes de renom se succèdent sur la scène pour célébrer la voix d'or de la musique camerounaise. La levée du corps de Anne-Marie Zié a eu lieu cet après-midi à l'hôpital central de Yaoundé. À l'instar des membres du gouvernement, plusieurs personnalités politiques et culturelles ont fait le déplacement, mais aussi des mélomanes anonymes qui sont venus participer à cette marche funèbre entamée dans les artères de la cité capitale. Un air d'hommage national pour Anne-Marie Zié. Reportage Joël Essengue et Yannick Mbazoua. À chacun son histoire, Anne-Marie Zié a écrit la sienne. La voix d'or de la musique camerounaise engage son dernier voyage vers l'éternité. La morgue de l'hôpital central, point de départ de cet envol éternel, est aux couleurs de l'artifice. Sa mise en bière a battu le plein d'œuf. Autour d'un corps s'endormant pour toujours, membres du gouvernement, au premier rang desquels le ministre des Arts et de la Culture, représentant spécial du chef de l'État, autorité administrative et religieuse, membres de la famille, artistes contemporains de l'icône ou membres de la génération actuelle, amis et des fans. Même à travers les grilles de la morgue, le peuple camerounais a rendu un hommage solennel et mérité à leur maman au moment où elle chante son dernier Cantus Firmus. L'auteur du génialissime single Liberté, comme l'a dit le révérend Magna Emmanuel, est enfin libre. De par sa large carrière, l'ambassadrice de la scène camerounaise, pour ses groupies, était une figure marquante de la culture. Elle représentait beaucoup. D'abord la belle voix d'or qu'elle avait jusqu'à sa mort, elle restait toujours. Nous sommes là aujourd'hui, non pas pour pleurer, mais pour célébrer la vie de notre maman. C'est la même qui a porté très haut la musique camerounaise et l'image même du Cameroun. Je crois qu'elle mérite vraiment cet hommage du pays. Et vous voyez que les artistes, d'abord, se sont bien mobilisés, les anonymes et nous tous. Chacun garde d'elle un souvenir très particulier. Le jour où le président m'a donné ma première médaille, elle est venue. Au cours de la cérémonie, elle s'est levée, elle a commencé à chanter Liberté. J'étais mort. Ça m'a fait beaucoup de... Elle m'appelait mon fils, toujours mon fils. J'ai eu le plaisir d'assister à l'un de ses derniers, sinon le dernier spectacle qu'elle a donné lors des 50 ans que célébrait Eco Roosevelt. Et j'ai eu le plaisir de danser avec elle. C'est triste parce que c'est un vrai monument musical qui s'en va. Le souvenir de l'événement que j'ai organisé en 1992
hommage que j'avais rendu à nos anciens, la réhabilitation du patrimoine musical camerounais pour 10 artistes de leur génération, Medium Jacob, Léléyoum, Mouélé Guillaume, Jombiché Gérard et autres, et maman Anne-Marie Nzié était là. Anne-Marie Nzié s'en va comme elle a vécu. La preuve, cette procession menée par un millier de choristes, de balafons, de fanfares et d'artistes. Avant de rejoindre la terre de ses ancêtres, samedi prochain, la dépouille de Anne-Marie Nzié sera conduite à son domicile, à la Cité Verte, déjà paré à l'accueil grâce au président de la République, Paul Biya. Un autre décès est survenu dans des circonstances mystérieuses à Bafan, chef-lieu du département du Onkam. Un septuagénaire a été retrouvé mort dans son bureau. Pourtant, il est rentré chez lui visiblement en bonne santé, selon des révélations de ses enfants. Ensuite, un coup de fil l'a fait retourner à son lieu de service et là, il ne rentrera plus jamais. Le récit des faits avec Andy Gagnou et Gladys Sidier. Ambiance inhabituelle au centre NUFI de la mission catholique de Banka. Le corps sans vie de M. Tchouatche Nestor vient d'être découvert par ses enfants. Il était depuis 2012 le président du conseil diocésain des laïcs. Il a trouvé la mort dans son bureau dans des circonstances non encore élucidées. Ma présence en ce lieu, c'est déterminé si c'est une mort par suicide, ou une mort criminelle, ou une mort naturelle. Les investigations ne peuvent pas être dévoilées ici puisqu'il y a encore des investigations à faire. C'est après avoir reçu un coup de fil qu'il s'est rendu à son lieu de service en précisant à ses enfants qu'il rentrerait tard. Aujourd'hui c'est le jour de ton anniversaire, donne-nous la bière, on boit. Et il nous a dit, c'est vous qui allez faire le gâteau, je vais manger. Il a dit qu'il partait dans son bureau. Il n'est pas rentré. L'attente fut longue. C'est au petit matin que les enfants du défunt ont décidé de se rendre au centre où ils ont fait la découverte macabre. Selon les premiers éléments de l'enquête, une autre personne non encore identifiée se trouvait avec le défunt au moment où il a trouvé la mort. Il s'agit donc là d'une découverte de cadavres au centre NUFI, dépendant de la mission catholique de Bafan, de Banka. Bon, ce monsieur est rentré dans son bureau apparemment en temps de nuit. Il a été retrouvé couché sur un matelas, mort. Et le premier truc que nous avons constaté, c'est que le monsieur est couché nu sur un matelas dans son bureau. Présence du spermatozoïde, ce qui laisse croire qu'il était avec une femme de jour. L'enquête ouverte à la brigade de terre de Banka permettra peut-être d'élucider les zones d'ombre autour de ce décès mystérieux. Restons dans l'arrière-pays où l'insuffisance des infrastructures de base plombe le développement de la localité de Bangem dans le département du Mungo. Les maires s'insurgent contre les entreprises chargées de réaliser la réhabilitation des tronçons routiers dans cette localité. Ils refusent de prendre en compte les doléances des élus municipaux. Les autorités administratives tentent d'apaiser les esprits. Reportage Jacquino Molon et donc reportage de Jacquino Molon et Flavien Dongo. Bangem, chef-lieu du département du Coupé Manungouba, dans la région du sud-ouest, peine à sortir de son sous-développement. Les travaux de réhabilitation des routes qui y sont effectués n'épousent pas l'assentiment des maires. Pour ces derniers, les entrepreneurs ne respectent pas les consignes des élus locaux, prétextant qu'ils ont signé le contrat de réhabilitation de ces routes depuis Yaoundé. Les représentants des populations souhaitent désormais être impliqués dans la signature des contrats de marché qui impliquent leur localité. On ne connaît pas le maire, on ne connaît pas le préfet ou bien le sous-préfet parce que le contrat est signé à Yaoundé, ce n'est pas bon. Les maires doivent être impliqués pour le contrôle. Maintenant, ce qu'il faut est qu'on doit faire à ce que les maires soient signataires aussi dans les documents qui reçoivent les travaux. La localité de Bangem, restée depuis des lustres dans la précarité, manque de véritables abattoirs. Tout se passe en plein air et dans un environnement insalubre, attirant les chiens et autres bêtes après l'opération menée par les bouchers des circonstances. Bangem manque de stations-service. Le carburant est vendu par Monsieur Tout-le-Monde. Les routes de Bangem sont déjà bien aménagées et on espère
que dans la prochaine à venir, certains promoteurs de ces stations d'essence vont entrer aussi à Bangem. Le département est essentiellement agricole. Les marchés bondent de monde. Un monde qui ne semble pas maîtriser l'utilisation de l'outil de communication en lieu public. Les services compétents entendent d'ailleurs sévir afin de mettre de l'ordre dans le secteur. En collaboration avec les services de sécurité, désormais ce ne sera plus le cas. Et les populations se verront tout simplement soit saisir leurs appareils, soit rappeler à l'ordre afin de mettre un terme à ce phénomène qui, je dirais, pilule le secteur des médias dans notre département. Tous ces manquements qui empêchent le déroulement des activités, mieux le développement de Bangem, étaient à l'ordre d'une réunion de concertation présidée par le préfet du Coupé Manon Gouba. Il y a certaines recommandations qui demandent la réaction à notre niveau, ou même des services centraux, ou même des services régionaux. Et nous avons eu à les présenter en vue des résolutions pour améliorer notre performance. Les résolutions de la concertation, qui ne sont pas des compétences de l'autorité administrative du Coupé Manon Gouba, seront transmises à qui de droit. Et peut-être, Bangem sortira un jour de son abandon. Je vous le disais en titre, la société civile s'inquiète des réformes foncières engagées sans une véritable prise en compte des droits des femmes, des droits des paysans et des droits des autochtones au Cameroun. Une telle démarche est peu crédible aux yeux de ces défenseurs des droits des couches sociales vulnérables au Cameroun. Il propose une approche plus inclusive dans un rapport présenté ce jour à Yaoundé. Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Alors que le gouvernement tarde à donner corps à la nouvelle loi foncière, la société civile monte au créneau et prend position pour une réglementation foncière qui protège les droits d'accès à la terre des personnes vulnérables telles que les femmes, les petits agriculteurs et les peuples autochtones. En d'autres termes, une loi foncière qui garantit leur bien-être socio-économique et culturel. Les propositions de la société civile ont abouti à la construction de 12 positions, résumées dans un document présenté à Yaoundé. La première chose, que la réforme soit inclusive, qu'elle soit participative, qu'elle conduise à l'équité. La deuxième chose, c'est qu'on ait une orientation très claire en ayant deux instruments. Le premier instrument étant un document de politique foncière qui sera maintenant suivi par la loi. La troisième chose, en termes de contenu, c'est que vraiment nous faisons une réforme qui s'appuie sur des droits. Nous avons les projets miniers, nous avons les projets agro-industriels, nous avons des barrages. Il faut que chaque fois que nous avons besoin de la terre pour un projet, nous pensions à l'espace vital des populations. Parce que si on veut juste faire de la géographie, à un certain moment, même des villages entiers peuvent disparaître. Il est apparu nécessaire pour la plateforme nationale d'engagement sur la gouvernance foncière d'intéresser différents acteurs aux positions qui sont celles de la société civile. L'objectif étant de contribuer à l'amélioration jusqu'ici décriée de la gestion des terres au Cameroun. Nous dialoguons entre nous d'abord pour soulever des préoccupations concrètes issues du terrain qui sont traduites en position. Maintenant, quand ces documents sont disponibles, nous dialoguons aussi avec les acteurs clés que sont les parlementaires, que sont les acteurs gouvernementaux qui étaient ici avec nous hier dans cette même salle. Et aujourd'hui, vu les relations qu'il y a entre les milieux d'affaires, entre l'argent et la terre, nous avons pensé aussi appeler les acteurs des milieux d'affaires, qui sont les hommes d'affaires, les juristes qui les accompagnent, mais aussi les structures étatiques d'accompagnement et de facilitation. C'est pourquoi vous avez vu la Marzi là dans la salle, vous avez vu la Chambre de commerce. Nous pensons qu'à travers ces structures, le message peut porter de sorte que finalement la bonne gouvernance foncière soit appropriée par tous les acteurs qui sont pertinents sur le terrain. En attendant que la mouture finale atterrisse sur la table des députés, la société civile joue sa partition en espérant que ces propositions ne resteront pas lettres mortes le moment venu. Les enjeux de la réforme foncière au Cameroun, nous y reviendrons en deuxième partie de ce journal. Après plusieurs jours d'échanges d'expériences à Elecam, les responsables de l'autorité nationale des élections en Centrafrique ont apprécié l'élaboration d'un fichier biométrique à l'instance électorale du Cameroun et sa capacité à traiter les données pour éviter les doublons,
Julius Rufin-Ngwadéaba annonce que la Centrafrique va passer à la biométrie lors des prochaines élections. Je vous propose à présent de suivre le porte-parole de l'organisation de l'Autorité nationale des élections en Centrafrique après son séjour à Elekam au Cameroun. L'autorité nationale des élections, comme je l'ai dit, est assez jeune. Nous avons conduit un processus très difficile de sortie de crise. Et je pense que sur ce plan, lorsque nous avons fait des présentations à nos collègues, comment nous avons pu gérer quelques difficultés qui se sont présentées à nous, d'après eux, ils ont aussi beaucoup tiré, n'est-ce pas, de ce que nous avions eu à faire pour aplanir toutes les divergences que nous avons rencontrées et pour aller donc vers des élections apaisées. Elekam a développé beaucoup de stratégies qui lui sont propres, n'est-ce pas, en matière de gestion du fichier électoral. L'enregistrement biométrique de l'électeur sur le terrain, la transmission des données, le traitement de ces données pour aboutir à l'élaboration de la liste électorale et des cartes d'électeurs, la façon de gérer les quelques difficultés qui peuvent se produire, à savoir les doublons, les cas de radiation, les cas de mutation des électeurs. Nous avons là, je vous avoue, appris beaucoup et nous pensons, puisque nous aussi, nous avons comme objectif, n'est-ce pas, de passer à la biométrie. Et je pense que tout à côté de la RCA, il y a de la maîtrise, n'est-ce pas, il y a de la technicité que nous pouvons, n'est-ce pas, transposer chez nous. La Centrafrique verra arriver dans les tout prochains jours un troisième contingent des forces de sécurité camerounaises engagées dans la mission des Nations Unies pour la sécurité de ce pays de l'Afrique centrale. Le ministre de la Défense a fait le déplacement du génie militaire de Douala pour présenter à ses soldats camerounais les contours de leur engagement. Reportage Eric Martial Ndjomo. La cérémonie de lancement. Ils sont 750 hommes et femmes qui constituent le troisième contingent des forces camerounaises engagées dans la MINUSCA, entendez la mission des Nations Unies pour la sécurité en Centrafrique. Ils viennent de parachever une formation de 2 mois sur les techniques de maintien de la paix au génie militaire de Douala. Un engagement patriotique des uns et des autres qui contribue à faire rayonner l'image du Cameroun dans cette instance internationale. D'où l'appel à plus de responsabilités lancé par le ministre de la Défense au nom du chef de l'État camerounais. Désormais, l'engagement militaire camerounais pour la MINUSCA se fera sur la base d'un contrat individuel co-signé par l'armée et nos militaires qui s'engagent. Ce contrat définit les droits et devoirs militaires engagés. La signature des contrats individuels du contingent de préparation sera lancée immédiatement après la présente communication. Dans les lettres d'engagement des membres de ce contingent figurent en bonne place les primes et les conditions de travail. Ces précisions visent à éviter la grogne de septembre 2015, grogne qui avait vu près de 200 militaires du précédent contingent marcher dans les rues de Yaoundé pour revendiquer le paiement de leurs arriérés de primes. Bonne annonce du ministre de la Défense, le président de la République a promis de compenser les primes des 2 contingents précédents. Question de les relever à 450 000 francs CFA. On rappelle que ce troisième contingent quitte le Cameroun le mois prochain. À 2 semaines des Jeux olympiques prévus au Brésil, l'on note que des athlètes camerounais sont gonflés à bloc. Ils comptent défendre avec honneur les couleurs nationales. Au Brésil, engagement pris devant le Premier ministre à Yaoundé. Philémon Yang a remis le drapeau tricolore au porte-étendard des athlètes camerounais qualifiés pour ces Jeux olympiques 2016 prévus au Brésil. Reportage Joël Essengue et Aïk Cyril. C'est sous le signe de l'engagement et de la détermination que les athlètes camerounais quittent le pays pour Rio au Brésil. Je promets que nous prendrons part au jour de la 31e Olympiade de Rio de Janeiro en concourant loyaux, respectueux des règlements qui régissent et en nous engageons pour un sport sans dopage et sans drogue dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de notre pays, le Cameroun. En recevant l'étendard des mains du Premier ministre, chef du gouvernement, Wilfried Seyi est bien conscient de la mission qui l'attend. Être porte-étendard, d'abord c'est une lourde responsabilité et pour moi aussi c'est une motivation en plus. À l'exemple du porte-étendard,
Les autres athlètes de la Cameroun Olympic Team promettent de mouiller le maillot à Rio. Participer aux Jeux Olympiques, c'est pas donné à n'importe qui. C'est une grâce déjà et j'ai dit merci à Dieu. Au niveau du triple saut africain, je suis la seule athlète actuellement engagée. Mon objectif pour les Jeux Olympiques, c'est d'y rentrer, d'y revenir avec un personal best et puis pourquoi pas être parmi les 8 donc la finale. C'est un objectif suprême en amateur. Pourquoi je reviens en amateur? Parce qu'aujourd'hui, on a donné l'opportunité aux professionnels de participer aux Jeux Olympiques. J'ai envie de rentrer dans l'histoire. C'est une première pour nous. Et pour moi, rentrer dans l'histoire, ce sera de prendre une médaille. J'ai été championne du monde, 9 fois championne d'Afrique, 3 fois sélectionnée olympique. Ce qui me manque dans mon palmarès, c'est la médaille olympique. Oui. J'ai fait la préparation pour ces Jeux. Je me suis préparé par rapport à ça. Du coup, moralement, je suis au point. Physiquement, je suis au point. Bon, maintenant, il reste seulement à transmettre ça sur le terrain. 24 athlètes au total vont défendre les couleurs du Cameroun aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. La compétition s'ouvre le 5 août prochain. Et même si l'essentiel, c'est de participer, comme le disait le baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, l'ambition de la Cameroun Olympic Team est de faire plus en glanant quelques médailles. Toujours dans ce chapitre, il y a un rebondissement dans l'affaire qui oppose Étoile filante de Garoua à la FECAFOOT. Le tribunal arbitral du sport a confié l'arbitrage de cette affaire à un juge unique et cette décision est diversement appréciée. Tandis que la FECAFOOT affirme que le TAS ne s'est pas prononcé sur l'annulation des élections. Le président de l'Étoile filante de Garoua pense que le TAS admet la vacance à la tête de la FECAFOOT. Reportage avec Cyril. C'est un nouveau rebondissement dans l'interminable feuilleton de la Fédération camerounaise de football. Le TAS décide qu'un seul juge, au lieu de 3, comme l'avait demandé la FECAFOOT, connaîtra désormais de cette affaire. Dans la configuration de 3 juges, Étoile filante de Garoua, que je représente, doit choisir un arbitre et la Fédération camerounaise de football doit choisir un arbitre et le 3e est nommé par le TAS. Bon, malheureusement, M. Tombi, qui s'impose par la force à la FECAFOOT, n'a pas de pouvoir légal pour désigner un arbitre. C'est là où il y a eu des problèmes. La décision du TAS à ce niveau de la procédure apparaît comme une victoire d'étape pour les adversaires de la FECAFOOT. Le TAS a reconnu et pris en compte la décision de la CCA du 12 novembre 2015 qui a déclaré nul l'ensemble du processus électoral organisé à la FECAFOOT du 28 août au 28 septembre 2015. Mais à la Fédération camerounaise de football, on ne l'entend pas de cette oreille. La sérénité reste de mise, d'autant que, soutient-on ici, le jugement dans le fond n'a pas encore commencé. Le jugement en lui-même, l'arbitrage n'a pas encore débuté. Donc il s'agit ici d'une première phase de pouvoir définir et finaliser les modalités justement afférentes à ce jugement-là. La Fédération camerounaise de football reste sereine. Il y a un exécutif qui a été élu le 28 septembre 2015 et qui continue de travailler avec succès, comme le montrent bien sûr les activités et les actions qu'elles auront entreprises. Les débats seront ouverts une fois que Étoile filante de Garoua aura payé les frais y afférents et que le juge aura été désigné. Mais dans un camp comme dans l'autre, on dit déjà apercevoir le bout du tunnel. Une note à l'étranger avant la deuxième partie de ce journal. La France qui est au banc des accusés. Le pays de François Hollande est accusé d'avoir violé le territoire de la Libye. Le gouvernement libyen d'Union nationale s'est dit mécontent de l'annonce du gouvernement français au sujet de la présence de ses soldats à l'est de la Libye. Paris annonçait par la même occasion la mort de 3 de ses soldats français. Pour le gouvernement libyen d'Union nationale, cela reste inacceptable. Rien ne justifie une telle intervention sur son sol sans qu'il n'en soit informé. Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale de la Libye pour dénoncer cette présence française non autorisée sur le sol libyen. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Jean-Bertin Kemadjou, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Equinox. Vous êtes juriste, acteur de la société civile et analyste des politiques publiques au Cameroun. Les litiges fonciers et des expropriations pour cause d'utilité publique génèrent de nombreux conflits au Cameroun. Vous avez suivi ces propositions de vos camarades de la société civile pour une meilleure gouvernance foncière. Qu'est-ce qui fait problème, selon vous, au sujet de ces réformes qui sont engagées? Ce qui fait problème au niveau de ces réformes, c'est qu'on n'a pas tenu compte de la réalité nationale. On n'a pas puisé dans l'expérience des pays comme le Kenya, le Ghana, qui ont tenu compte de la transaction foncière coutumière, où on donne une large place aux autochtones, aux habitants de la localité et aux personnes qui ont occupé et qui ont mis en valeur. Alors, quelle est la pratique sur le terrain au Cameroun? Quelle est la réalité que vous rencontrez chaque jour au quotidien? La réalité sur le terrain, c'est qu'on donne l'impression que la transaction coutumière a pignon sur rue. Et un de ce matin, des personnes installées qui ont occupé régulièrement, qui ont mis en valeur, 20 ans, 30 ans après, un individu qui a obtenu un titre foncier du revers de la main peut le faire partie. Et en ce moment, le droit d'occupation, le droit de la mise en valeur est perdu. On observe que ce conflit existe notamment entre des multinationales et des communautés autochtones dans plusieurs régions du Cameroun, dans le sud, à l'est, mais aussi dans le littoral. Effectivement, quand l'État fait des concessions à ces multinationales, il ne tient pas trop compte des riverains qui ont pris la peine de protéger ce patrimoine. Quand on dit la terre appartient à l'État, l'État c'est qui? C'est nous aussi. On devait tenir compte de ceux-là qui doivent être bénéficiaires du fruit de cette concession et être protégés. Alors comment concilier les besoins de développement économique qui sont brandis par le gouvernement pour justifier ces expropriations-là et la prise en compte des intérêts des autochtones également? Le premier constat qu'il faut faire, le développement, ce n'est pas pour les arbres ou les animaux. Le développement, c'est justement pour ses concitoyens. Et si pour créer le développement, on doit détruire ceux qui sont bénéficiaires de ce développement, ça voudrait dire que ce développement n'a pas de sens. Donc, dans un projet de développement, on doit tenir compte des droits des concitoyens. Le droit à un logement décent, le droit à la sécurité, le droit à l'éducation. Quand il y a une éviction forcée à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, c'est un droit transversal qui est violé. Vous allez vous rendre compte que les enfants ne vont plus à l'école. Vous allez vous rendre compte que la femme n'est plus protégée, par moment délaissée par le mari qui ne sait quoi faire avec sa famille. Il y a la dislocation familiale et il y a la déperdition scolaire qui s'installe. Alors, à côté de ces évictions forcées, il y a un autre cas qui est aussi tout aussi préoccupant. C'est celui qui concerne des litiges fonciers entre des personnes nanties, entre guillemets, et celles qui revendiquent être installées sur une parcelle de terrain depuis de nombreuses années. Comment expliquer que cette situation se multiplie, des cas pareils se multiplient au Cameroun sans que le législateur ne puisse trouver une solution? C'est parce que la politique foncière au Cameroun ne protège pas le citoyen lambda. Le titre de propriété, c'est le titre foncier. Et la population n'est pas suffisamment sensibilisée. Le processus d'obtention d'un titre foncier est long et coûteux, compliqué pour le citoyen lambda qui ne demande qu'à avoir un toit, une sécurité. Et à ce titre, des personnes installées dans des localités, même à Douala, on a constaté des cas où des personnes ont fait 40 ans, 50 ans dans un site, ils ont mis en valeur, ils ont fait des enfants qui ont 40 ans, et un matin, un opérateur véreux, parce qu'il a beaucoup plus de moyens, la corruption aidant, obtient un titre foncier, souvent sans descente. C'est au moment où il veut s'approprier de ce terrain qu'il préconise une reconstitution de bornes, et c'est en ce moment qu'on place sur la borne l'occupant qui est là depuis 50 ans est surpris. Mais puisque l'objet qui justifie le droit, c'est le titre foncier, et ça pose un problème. Quelles défaillances sont relevées dans ce type de cas qui est devenu monnaie courante à Douala, mais aussi dans d'autres villes du Cameroun?
La différence, c'est la politique foncière. Déjà, ceux qui sont en charge de gérer la question foncière. Comment pouvez-vous délivrer un titre foncier sur un terrain où vous n'avez pas fait une descente? Où les occupants ne sont pas informés de ce qu'ils doivent perdre cette terre. Même quand elle est libre d'occupation, les riverains doivent être associés à la mise en place des limitations. Ça veut dire qu'il y a un fort problème de corruption et l'affairisme aidant. Corruption identifiée à quel niveau dans l'instauration, dans l'attribution d'un titre foncier? Selon vous, à quel niveau est-ce que cette corruption s'identifie? La corruption s'identifie à tous les niveaux. Quand il s'agit d'une immatriculation directe, il faut faire une demande. Déjà, au niveau de la demande, quand la commission de constatation descend, ils doivent indiquer suffisamment que ce lopin de terre est occupé et mis en valeur. Et on essaie de savoir pourquoi celui-là est là. Est-ce qu'il est d'accord qu'on puisse l'enlever? Parce qu'il s'agit d'une négociation. Quelqu'un ne peut pas sortir de nulle part et décider de s'installer. Donc la corruption est à tous les niveaux de la chaîne du processus. Alors comment est-ce que les réformes foncières peuvent mettre fin à ces problèmes de corruption et prendre mieux en compte les aspirations de ces autochtones installés depuis de nombreuses années, mais aussi le droit des femmes et des paysans qui n'ont pas accès à la terre pour pouvoir mener leurs activités agricoles? La proposition que nous avons faite à son temps, c'est déjà associer les maires, les délégués du gouvernement dans le processus, profondément dans le processus d'attribution des terres, instituer un certificat d'occupation et de mise en valeur pour protéger ces personnes qui ont occupé et qui ont mis en valeur, mais qui n'ont pas encore les moyens pour engager le processus d'obtention d'un titre foncier. C'est un élément important. Et donner aussi la possibilité aux personnes qui ne sont pas suffisamment nantis pour être propriétaires d'un lopin de terre, les banques foncières, comme ça se passe sous d'autres cieux, où on octroie soit des aides ou des crédits sans intérêt aux personnes pour s'installer. Il y a des couches sociales qui peinent à accéder à la terre, ce sont les paysans et les femmes. Est-ce que ces propositions que vous venez de faire prennent en compte ces deux couches sociales? Effectivement, ça prend en compte ces deux couches sociales du moment où le maire, qui est le gestionnaire quotidien de proximité, est associé. Les autorités traditionnelles sont associées. Absolument, on doit prendre en compte. En ce moment, le patrimoine foncier n'est plus le patrimoine de l'individu, c'est le patrimoine de la communauté qui tient compte de toutes les sensibilités et de toutes les forces et les faiblesses de la communauté. On a vu plusieurs communautés s'inscrire en faux des décisions prises par les autorités traditionnelles qui sont souvent accusées de brader les terres aux multinationales et à d'autres opérateurs économiques. Justement, c'est à tort parce que la transaction coutumière est juste tolérée, elle n'est pas reconnue. Ce n'est pas au chef de céder une parcelle de terre selon le cadre légal que nous avons aujourd'hui. Par contre, si c'est suffisamment encadré, l'autorité traditionnelle saura où commence son pouvoir, où s'arrête ce pouvoir. Merci Jean-Bertin Kemadjou pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes juriste, acteur de la société civile et analyste des politiques publiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne.